ces deux types d'infractions, notamment coups et blessures volontaires et la non-assistance à personne en danger, sont prévus et punis par les dispositions des articles 239 pour ce qui est de coups et blessures volontaires, 297 et 298 pour ce qui est, n'est-ce pas, de non-assistance à personne en danger. Mais vous conviendrez avec moi que l'ensemble de ces infractions, je le dis sous le contrôle de toutes les parties prenantes à ce procès, que ces infractions sont des délits. Ce sont des délits. Pour en savoir davantage que ce sont des délits, la peine maximale qui est prévue par ces infractions, c'est 5 ans. L'amende avoisine entre 500 000 et 5 millions de francs guinéens. Vous allez vous poser la question de savoir ces infractions peuvent-elles ranger ou assimiler aux infractions de crimes contre l'humanité, au point d'en demander à votre juridiction ici, Monsieur le Président, de requalifier ces faits en crimes contre l'humanité. C'est excessivement grave. C'est excessivement grave. Même si on n'aime pas une personne, mais on doit quand même reconnaître ce que l'intéressé a posé comme acte. Pour y revenir, point par point, au niveau de la première infraction qui est intitulée coups et blessures volontaires. Monsieur le Président, depuis la première audience, mon client était ici à la 5e personne de comparaître ici pour des faits de non-assistance à personne en danger et pour coups et blessures volontaires. Il n'a pas été prouvé, il n'a pas été apporté au débat que le colonel Abla Chérif Diaby a effectivement porté des coups de manière volontaire, des blessures à l'endroit de qui que ce soit. Mais pour le prouver, Monsieur le Président, pour vous prouver effectivement que l'ordonnance même de renvoi détermine que le client que j'ai la charge de défendre n'est ni de près, ni de loin associé, ni être reconnu coupable de ces faits-là. La preuve, au cours du débat, que ce soit côté des partis civils ici, que ce soit du côté de la défense, que ce soit effectivement le parquet, que ce soit les témoins qui ont défilé à cette barre, il a été constant et accepté de tous que colonel Diaby n'a pas été au stade du 28 septembre. Lors des événements du 28 septembre, ce lundi, il n'était pas là. Il a été admis au débat que colonel Chérif était en partance à Koya. Il a été acquis au débat que toutes ces infractions relatives au meurtre, assassinat, enlèvement, torture et autres complicités de quoi que ce soit, colonel Abla Chérif Diaby n'est pas associé. Lorsque je prends le point 11 de la page 42 de l'ordonnance de renvoi, lorsque l'ordonnance dit que Abla Chérif Diaby et autres d'avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Cela sous-tend quoi? Lorsqu'on parle de ce paragraphe, cela veut dire en principe, pour volontairement refuser d'empêcher la commission d'une infraction, il faut être d'abord présent sur les lieux. C'est la condition centrale. Il faut être présent. Et lorsqu'on dit que volontairement entraver l'arrivée de secours, ça veut dire tout simplement, au moment où les gens venaient au stade pour secourir d'autres personnes, colonel Abla Chérif Diaby était posté ici au stade, alors que ce n'est pas le cas.
Il n'était pas au stade. Au point d'empêcher une personne, au point de refuser de secourir une personne au stade. Il n'a pas été au stade. Que les choses soient très claires. Lorsque vous avez une décision à main, il faut savoir la lire. Il faut savoir l'interpréter fidèlement. Le pôle des juges, en ce moment précis, au moment où ils signaient cette ordonnance, ils n'ont pas pensé qu'en ce temps-là, colonel Abla Cherif Diaby n'était pas au stade, au point d'en empêcher d'arriver ou de refuser de secourir une autre personne ou des manifestants. Parce que les manifestants se sont dirigés au stade. Parce que les manifestants ne se sont pas dirigés ailleurs. Le point de repère, le point de rencontre, le point de focal, c'était le stade du 28 septembre. Il n'était pas là. C'est évident, c'est clair, c'est limpide, c'est propre. Colonel Abla Cherif Diaby n'était pas au stade du 28 septembre, ce lundi 28 septembre 2009. Je poursuis. Lorsque le même dispositif de l'ordonnance dit de s'être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate, sans risque pour eux et pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre, sur les manifestants au stade du 28 septembre, ce qui veut dire tout simplement que ces manifestants en ce moment précis n'étaient pas encore sous le feu, n'étaient pas encore en face d'un danger. Et où? Au stade. Alors que colonel Diaby n'était pas au stade ce lundi-là. Alors, pourquoi monsieur le procureur, dans ses réquisitions, demande à votre respectueuse juridiction de requalifier les faits qui sont patents, qui sont pertinents, qu'on ne peut pas modifier pour les requalifier en crime contre l'humanité? Ça, c'est complètement passé à côté de la plaque. En plus, par rapport à la page 41.4, non, point 6 naturellement, toujours je suis dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi. Et puisque c'est cette ordonnance qui saisit votre juridiction, c'est celle-ci qui vous donne la compétence de statuer, Monsieur le Président. Il est clairement dit, point 6 de la page 41, Marcel Guilavogui, Blaise Guémou, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Alpha Amadou Baldé, C.C. Raphaël Haba, Abdoulaye Cherif Diaby et Abouakar Diakité dit Toumba, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités de vivre, de vive impression, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Sur les personnes des manifestants, pas sur les personnes des blessés, sur les personnes des manifestants. Nous sommes au stade du 28 septembre. Colonel Cherif n'était pas là. Pourquoi on veut coûte que coûte que ces faits soient requalifiés en crime contre l'humanité? Monsieur le Président, soyez très prudent. Alors, dans ces réquisitions que j'ai pris le soin de lire, phrase par phrase, la page 2 des réquisitions du parquet, voilà ce qu'il dit. Mandat de dépôt du 27 septembre 2022. Je mets au défi le parquet de fouiller dans le dossier de la procédure si colonel Abla Cherif Diaby a été accompagné à la maison centrale avec un bout de papier placé, signé d'un juge.
Ça n'existe pas dans le dossier. Au moment où on était en train de débattre le problème dans la salle ici, on était en train de préparer les camions pour aller à la maison centrale. Vaille que vaille. Il faut que ça aille à la maison centrale. Alors, cette page, la page 2.4, qui concerne Ablaye Cherif Diaby, voilà ce que le ministère public fait. Le ministère public accuse mon client de complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture. Complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture. Monsieur le Président, ces réquisitions ont été signées le 1er mars 2024. L'ordonnance de renvoi date du 28 décembre 2017. Un an, 17 mois presque. On fait fi à l'ordonnance, on s'écarte complètement de l'essentiel. On vous dit, non, Monsieur le Président, écoutez, bon, franchement, colonel Ablaye Cherif Diaby, si on continue sur cette voie, cause des blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, il n'y a rien. Il faut lui coller, il faut trouver quelque chose. Et c'est pourquoi le parquet a créé ces infractions. Pour les attribuer à colonel Ablaye Cherif Diaby. Alors, je me demande sur quelle base juridique que le tribunal va statuer pour dire oui, je requalifie les faits contenus dans l'ordonnance de renvoi qui me saisit, qui me donne la compétence de statuer dans cette affaire. Non, ces faits ne doivent pas être pris en considération. Plutôt, je prends en considération des faits de séquestration arbitraire, des faits de torture, des faits de complicité d'enlèvement. On est où? Étant entendu, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, que le ministère public est partie prenante au même titre que la défense. C'est l'égalité des armes. Au même titre que la défense, au même titre que la partie civile, si tel est le cas. Donc, libre à tout le monde de vous dire, Monsieur le Président, je me suis réveillé hier. Certainement, ce dossier, il faut prendre encore en considération d'autres types d'infractions pour les ajouter à l'ordonnance. Mais il n'y a pas un procès éternel, Monsieur le Président. C'est pourquoi la loi a codifié, a aménagé l'arsenal juridique que nous possédons. C'est un législateur qui a forgé ça. C'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas eux, c'est pas la partie civile, c'est pas non plus le public ici qui est présent, c'est pas non plus les accusés ici à la barre. C'est une loi qui a été votée, adoptée, promulguée par décret, que désormais, lorsqu'une personne fait ce comportement est érigé au rang d'infraction de délit, etc., etc. Mais on ne peut pas s'asseoir sous la climatisation dans votre bureau, vous prenez votre bic, vous rédigez, vous demandez au président de requalifier les faits en séquestration arbitraire, en complicité d'enlèvement, en torture. Qui a dit à cette barre ici que le colonel Cherif Diaby est auteur d'enlèvement, est auteur de séquestration arbitraire, est auteur de torture? Qui a dit cela? Ni les partis civils, ni ce parquet, ni encore moins les témoins qui ont défilé à cette barre. Personne. Personne. Je mets au défi quiconque de m'apporter la preuve contraire que le colonel Ablaye Cherif Diaby, outre les infractions de non-assistance à personne en danger, outre les faits de cause de blessures volontaires, prétendus faits de cause de blessures volontaires, prétendue non-assistance à personne en danger, qu'il y a également la séquestration arbitraire, il y a également la complicité d'enlèvement, qu'il y a également la torture à son encontre. De grâce,
Lorsqu'on n'a rien à dire, on se tait. C'est une qualité. Lorsqu'on ne vous a pas demandé, vous vous taisez. Lorsqu'on vous demande si vous ne connaissez pas, dites que je ne connais pas. C'est une qualité, c'est des vertus. Alors, Monsieur le Président, lorsque vous prenez ces faits, les délits qui sont articulés contre mon client, puisque jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie d'un principe sacro-saint en droit pénal, la présomption d'innocence, jusqu'à ce que votre décision soit rendue à l'audience publique, mon client, il a été prouvé, il a été démontré. Outre même le passage des personnes ici, lorsque vous avez projeté des images, des audios, mais écoutez, soyons encore plus courageux de reconnaître que colonel Djabi, c'est un harcèlement, on le harcèle. Il n'a pas sa place ici, Monsieur le Président. Lorsqu'on vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité, c'est aller à l'encontre des principes sacro-saints. Je ne vais pas revenir sur les déclarations des talentueux confrères ici de la défense. Je fais muet parce que c'est propre, parce que c'est limpide, parce que c'est clair, parce que c'est codifié, c'est vérifiable. Le principe de la non-rétroactivité de la loi, c'est l'application de la loi pénale dans le temps. C'est réglé. L'article 5 qu'a fait État, mon distingué, mon talentueux, mon aimé confrère, mettre l'ancien ici là, met en évidence la prescription, la chose jugée. On ne vient pas dessus. Moi, ce qui me préoccupe, au-delà des faits principaux qui sont articulés contre les autres accusés, mon client, ces faits sont de nature particulière. Parce que peut-être le crime qu'il a commis, il a accepté d'être ministre de la Santé. Si c'est un crime, maintenant, désormais, lorsqu'on vous demande d'être posté, d'être nommé au rang du ministre de la Santé, c'est un crime. S'il était ministre de l'économie et des finances, certainement il n'allait pas être là. S'il était ministre de la pêche, il n'allait pas être là. Ministre de la Santé à l'époque, département de la Santé, c'est tout simplement, mais sa nomination, ce n'est pas un fait du hasard. La personne qui l'a nommé a vérifié la capacité, la compétence, l'intégrité, la moralité de cet homme. Son parcours, son palmarès médical, tout le monde le sait. Il n'est pas à démontrer. Lorsque l'occasion va nous être donnée pour plaider pour la cause de colonel Abdoulaye Chérif Djabi, je vais vous démontrer, Monsieur le Président, que cet homme-là, c'est une icône. C'est une bibliothèque. Si on le perd, c'est un fiasco. Alors, outre cela, Monsieur le Président, j'avais dit que je ne serais pas long parce que je touche des points essentiels. Le premier point a été débattu. Il s'agit de l'ordonnance elle-même, les pages 41.6, les pages 42.11 que j'ai fait état, également les réquisitions du parquet, notamment les pages 2.4 et les pages 8.5 que je vais entamer. Alors, lorsqu'il s'agit de ces pages, Monsieur le Président, page 8. Monsieur le Président, voilà encore une autre fausse accusation. Mais quand même, quand on n'a rien à reprocher à quelqu'un, on se tait. Il n'y a pas quelqu'un qui suit cette audience, en tout cas pour les intérêts de colonel Djabi, plus que moi, outre le tribunal, parce que vous êtes le plus attentif. Mais après vous, c'est moi. Par rapport à la défense de colonel Djabi, je suis de près. Aucune virgule ne m'échappe. Je note, j'analyse, je réfléchis avant de prendre la parole. Le parquet, dans son bureau, Monsieur le procureur, en rédigeant ses réquisitions, voilà ce qu'il attribue à mon client
que ça a été déclaré par lui ici à cette barre. Il dit, il met entre guillemets, il rapporte que c'est les propos tenus par mon client ici à la barre. Il dit, moi-même, à ma qualité de ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, j'en viens là-bas, c'est pas là-bas d'abord, il dit, voilà, après les événements du 28 septembre 2009, le gouvernement n'avait mis en place aucune commission interministérielle pour gérer la crise. Mais souvenez-vous, au moins, à la toute première audience de colonel Abla Chérif Diaby, la première journée de colonel Abla Chérif Diaby, il a été demandé quelles sont les dispositions que vous avez prises lorsque c'est survenu cet événement malheureux. Il a dit, un comité de crise a été mis en place. Un comité de crise a été mis en place. Lui, en tant que chef de département de la santé, il ne s'est pas mêlé. Parce que c'est à lui qu'on doit rendre compte. Et lui, à son tour, il rendra compte à qui de droit. Mais le comité a été mis en place automatiquement. Automatiquement. Ce comité a géré la situation qui se prévalait. Ce jour-là, un comité de crise a été mis en place. Les membres de ce comité sont connus. Il ne s'est pas limité là. Il ne s'est pas contenté de ce comité. Lorsqu'on a constaté effectivement la présence des corps, il a mis en place une commission chargée de restitution des corps. Cette commission également, ces personnes sont connues. Il s'agit notamment, cette commission était présidée par El Hadj Koutoubou Sagnon. El Hadj Koutoubou est vivant. À côté de lui, paix à son âme, Général Toto était présent. À côté de ce dernier, il y avait le professeur Hassan qui est passé à la barre ici. Et vous avez entendu le témoignage du professeur Hassan. Il a dit, c'est lui, l'administrateur des morts. C'est lui qui a géré les corps. C'est lui qui est responsable des morts. Il a présenté le tableau ici. Mais qu'est-ce qu'on veut de ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'on veut de lui réellement? Le professeur Hassan, lorsque moi je lui ai posé la question de savoir, monsieur le professeur, est-ce que vous, en votre qualité de médecin légiste, êtes-vous sous l'autorité du ministre de la Santé ou l'autorité de monsieur le procureur? Étant entendu que vous avez prêté serment devant les cours et tribunaux, il a dit, maître, je suis sous l'autorité du procureur de la République. Je lui rends compte. Entre le ministre de la Santé et moi, c'est un rapport de tutelle qui nous lie. Je ne suis pas sous son autorité. Et effectivement, les actes posés par professeur Hassan, ce sont des actes authentiques. Ils ne peuvent être attaqués jusqu'à inscription en faux. Mais comment vous voulez changer l'évidence? Qu'est-ce que vous voulez? Après 17 mois de débat contradictoire, qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le ministère public veut? C'est simplement vous tromper. Le ministère public veut vous tromper, veut vous induire en erreur. Et si vous accédez à cette demande qui n'a pas sa raison d'être, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que vous créez un précédent dans l'histoire judiciaire de ce pays. Le troisième point, Monsieur le Président, il s'agit notamment du manque d'objectivité et du manque d'opportunité de la demande. L'objet visé, qu'est-ce que le ministère public veut? C'est pour simplement vous dire, non, ce procès-là n'a qu'à s'arrêter, on va reprendre. Puisque les faits qui vont être accédés à votre demande, à sa demande, ce sont les faits, cette fois-ci, qui sont nouveaux, qui n'ont pas été, n'est-ce pas, connus à l'avance, qui véritablement méritent encore une autre instruction.
Et le ministère public a attendu après que les accusés aient passé à la barre. Le ministère public a attendu après que les parties civiles ont été entendues. Après que les témoins ont défilé, ont déposé. Pour vous dire non, Monsieur le Président, le ministère public a attendu après la projection des images et des audios. Mais ces images-là, tout le monde en a ça dans le téléphone. On a perdu simplement le temps. Le discours de Monsieur le Président de la République, tout le monde a ça. La conférence de presse tenue par le président de la commission d'enquête nationale, mais tout le monde en a. Mais quelle est la nouveauté ici? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Ce parquet. Alors, je dis, il n'y a pas d'opportunité de présenter cette demande, Monsieur le Président. La raison est simple. Mais le ministère public oublie que ce procès-là, avant que ça soit tenu, l'État guinéen plus la CPI ont signé un acte. Une convention existe entre ces deux institutions. L'État guinéen a tapé la poitrine qu'il est capable d'organiser ce procès sur son territoire. Oui, et nous l'admettons. Parce que les infractions qui ont été commises dans la sphère nationale, sur le territoire de la République. Et en plus, l'État guinéen rassure la CPI que ce procès, la Guinée est compétente. C'est à juste raison. Parce qu'il a été rappelé hier par mes distingués confrères ici que ce code pénal 2016 qui reconnaît les crimes contre l'humanité au moment des faits en 2009, ce code pénal n'avait pas vu le jour. Et donc, puisque cette loi actuelle est sévère, il n'y a point de rétroactivité. Il n'y a point de rétroactivité parce que c'est une loi sévère. C'est une loi de forme, pas une loi de forme. Ça a été développé. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais une chose reste certaine, Monsieur le Président, lorsqu'il est cela, il n'est pas possible de retourner en arrière. Puisqu'on ne peut pas retourner en arrière. Mais on n'a qu'à avancer. Mais pour avancer, c'est la continuation des débats. C'est la continuation des débats. Monsieur le procureur ignore un aspect important, c'est le côté économique, le côté financier, le côté matériel que l'État a déboursé. L'État a mis la main dans la poche. Et l'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est le contribuable guinéen qui a accepté de construire ce bâtiment pour abriter le procès. Alors, je ne vois pas de nouveauté. Alors, je disais que j'avais les 3 points et subsidiairement, je m'en vais toucher les dispositions de l'article 378 et 379 du Code de procédure pénale. Alors, Monsieur le Président, les articles 378 et 379 traitent de la compétence du tribunal de première instance. L'article 378 dispose: le tribunal de première instance est compétent pour connaître des crimes, des délits et des contraventions. Ça, c'est une réforme. C'est la nouvelle réforme qu'on est en train de vivre. Parce que si aujourd'hui votre composition, c'est une composition en matière criminelle, le tribunal de première instance, avant cette loi, ne pouvait pas connaître des affaires criminelles. Se limitait essentiellement à connaître les affaires de délit, des contraventions. Mais pour rapprocher la justice vers les justiciables, le législateur a estimé qu'il faille nécessaire d'approcher, de créer au sein des tribunaux de première instance la compétence criminelle de ces juridictions à l'effet d'évacuer les dossiers criminels qui sont stagnés dans les tribunaux.
puisque l'ancienne loi, il n'y avait que 2 cours d'assises. La cour d'assises de Conakry, qui avait compétence des 2 régions naturelles, la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. La cour d'assises de Cancan, qui avait compétence des 2 régions naturelles, la Guinée forestière et la Haute-Guinée. Mais imaginez-vous que quelqu'un est poursuivi pour des faits d'enlèvement d'enfants, pour les faits de viol, et que l'auteur de l'acte est à Madiana, la victime se trouve à Zérékoré. Monsieur le Président, comment il faut faire? La cour d'assises de Cancan sera obligée de statuer en audience foraine. Et l'audience foraine nécessite forcément les dépenses coûteuses. Pourquoi ne pas donner la compétence à ces tribunaux de première instance pour connaître les mêmes affaires, pour prendre ce présumé coupable et le juger sur les lieux, en présence de la victime, discussion faite, débat clos, décision rendue. C'est ce qui fait fait. Mais lorsqu'on réclame la réqualification des faits en crime contre l'humanité, Monsieur le Président, il y a des préalables. Il faut d'abord ériger une institution qui sera chargée spécialement de trancher, de juger de ces infractions de crimes contre l'humanité. On a vu le cas de Issa Nabré. Lorsque le Sénégal devrait connaître cette affaire, il a fallu créer un tribunal spécial. Mais le tribunal qui est délocalisé à la Cour d'appel de Conakry, Monsieur le Président, c'est le tribunal de première instance de Dixine. C'est le prolongement de la compétence de Dixine. C'est suite à une simple ordonnance du premier président de la Cour d'appel qu'on a délocalisé cette juridiction ici. Ce n'est pas un tribunal pénal spécial. Ce n'est pas une juridiction spéciale. C'est une juridiction ordinaire, de droit commun, statuant en matière criminelle. Point. Ce tribunal, s'il y avait la place au tribunal de première instance de Dixine là-bas, ce bâtiment qui appartient à une personne physique, on allait tenir l'audience là-bas. Mais compte tenu de la question de sécurité, compte tenu de la question de place, il faut porter cette information aux justiciables, non seulement, mais au peuple de Guinée et le monde entier qui nous regarde. Il faut trouver une place pour que cette juridiction puisse tenir dans les conditions idoines. Voilà pourquoi cette juridiction a été délocalisée ici en construisant ce bâtiment. Mais ça, ce n'est pas un tribunal pénal spécial. Ce n'est pas une juridiction spéciale pour juger ces gens-là. C'est un tribunal ordinaire de droit commun. Alors, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je voudrais vous rappeler que la stratégie, la subtilité du parquet, c'est de vous amener à les suivre. Mais, Monsieur le Président, tenez-vous bien, si votre tribunal accède à cette demande, les conséquences, toutes les parties, chacune en ce qui la concerne, prendra sa part. Mais j'ose croire, et je le sais, je suis convaincu, votre compétence, votre probité, votre capacité d'analyse. Parce que je vous connais, Monsieur le Président. Au moins, je vous connais. Je sais de quoi je parle. Parce que vous êtes un homme capable. Parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchit. Nous vous prions, Monsieur le Président, pour les intérêts de la défense, de manière générale, et en particulier pour la défense du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, rejeter purement et simplement la demande contenue dans ces réquisitions de Monsieur le procureur qui vous sollicite la réqualification des faits en crime contre l'humanité. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby est poursuivi pour des faits qui sont connus. C'est des faits qui sont érigés au rang des délits. Monsieur le Président, vous allez rendre cela un crime contre l'humanité. Il n'existe nulle part dans ce code pénal, nulle part, que le délit, parce que c'est l'actuel code qu'on pratique, le ministère public s'inspire de ce code, la partie civile également, la défense aussi. Si dans ce code vous trouvez que le délit est un crime contre l'humanité, Monsieur le Président, prenez votre décision. Mais si vous estimez que les délits, les faits qui sont reprochés à mon client, notamment
coups et blessures volontaires en longueur de journée, c'est ce qu'on tranche dans les tribunaux d'instance. Et non-assistance à personne en danger, jusqu'à preuve du contraire. Si vous ne trouvez rien, Monsieur le Président, tenez-vous bien, rejetez purement et simplement, et d'un revers de main, ordonnez la continuation des débats. Monsieur le Président, un séjour en prison, ne serait-ce que 24 heures, ne serait-ce qu'une heure de temps, est de trop. Est de trop. Surtout lorsque le sort de la personne n'a pas été situé. C'est de trop. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez donné une belle image. Vous aurez donné une bonne justice. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je vous remercie. Distingués confrères de la défense, je vous remercie. Bien. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole au nom pour la défense de M. Ibrahima Kalonzo Camara. Monsieur le Président, en matière de réqualification, la partie civile donne sa qualification. Lorsqu'il y a commission d'infraction, la partie civile donne sa qualification. Et quand le dossier vient au parquet, le ministère public donne sa qualification à l'infraction. Monsieur le Président, la qualification à retenir est la qualification que le tribunal va appliquer aux faits. Hier, on avait parlé du principe de la non-rétroactivité de la loi et ses exceptions. Monsieur le Président, la question fondamentale qu'on se pose, est-ce que entre la loi de 1998, le code pénal de 1998 et le code de 2016, quelle est la loi moins sévère, favorable aux accusés? C'est ça la question fondamentale. Entre les deux codes, entre les deux lois, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président, le parquet, à ce stade de la procédure, le parquet ne devait pas demander cette réqualification, en ce sens qu'il pouvait attendre ses réquisitions à la fin, présenter, et au moment où il devait présenter ses réquisitions, demander la réqualification. Monsieur le Président, Monsieur Kalonzo est poursuivi est accusé de meurtre, assassinat, complicité de viol, coup, blessure, violence volontaire et vol à main armée. Et les parties ont déposé devant votre tribunal. Les parties civiles et les accusés ont défilé ici, Monsieur le Président, et même M. Marcel, qui est la deuxième vedette de ce procès, a dit ici qu'il ne sait pas pourquoi M. Kalonzo se trouve là. Il a dit clairement parce qu'il n'était pas au stade. Il était en prison. Donc, le parquet a invoqué deux articles. L'article 6 du Code pénal, l'article 405 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président. Et nulle part, Monsieur le Président, dans ces deux articles, il n'est dit que qu'à ce stade de la procédure, le parquet peut demander la réqualification et que vous êtes obligé de prendre ça en compte. Et
l'article dit clairement que le ministère public, au nom de la loi, l'article 405 du Code de procédure pénale, au nom de la loi, prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Donner acte, Monsieur le Président, ne veut pas dire acceptation. Ne veut pas dire acceptation, Monsieur le Président. Donc, aucune preuve concrète n'a été apportée ici contre M. Camara pour ces faits cités ici, pour des faits pour lesquels votre tribunal est saisi. Et on veut qu'il soit poursuivi pour crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Les infractions qui relèvent de votre compétence ici, qui sont reprochées, et le parquet a été incapable d'apporter des preuves. Le parquet n'est pas parvenu à soutenir les termes de l'accusation par rapport à ces infractions. Et c'est le même parquet qui veut que M. Camara soit poursuivi pour crime contre l'humanité. Mais, Monsieur le Président, c'est impossible. Mieux, Monsieur le Président, c'est le même parquet qui avait sollicité et obtenu la requalification des faits dans cette affaire. Sollicité et obtenu. Parce que le ministère public est indivisible. Et le ministère public qui était dans ce dossier avant cet actuel ministère public avait sollicité la requalification et il a obtenu. Et si le ministère public demande à ce que vous requalifiez les faits en crime contre l'humanité, est-ce que le procès va se reprendre à zéro ou les débats déjà, les faits déjà débattus devant votre tribunal vont être pris en compte? Parce qu'on a débattu ici à plusieurs audiences. Et ce n'était pas pour l'infraction de crime contre l'humanité, Monsieur le Président. Et si les faits sont requalifiés de crime contre l'humanité, il va falloir qu'on reprenne la procédure, le procès, Monsieur le Président. Ce qui n'est pas normal. Est-ce que si ce procès est repris, vous-même et vos assesseurs, vous pouvez tenir après 17 mois de procès? Est-ce que vous n'avez pas d'autre chose à faire sauf ce dossier? Vous avez plein d'autres choses, Monsieur le Président, et à faire plus que ce dossier. Donc, quand un procès commence, il doit s'arrêter, Monsieur le Président. Si le parquet, je dirais tout simplement quelque chose, je n'ai pas pris la parole pour durer, et si le parquet est suivi par extraordinaire, parce que moi je sais que vous n'allez pas suivre le parquet, si le parquet est suivi par extraordinaire, Monsieur le Président, il va falloir que l'ensemble des avocats de la défense se retrouvent pour en tirer les conséquences, voir s'ils peuvent continuer à donner leurs prestations ou s'ils peuvent arrêter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.
distingués assesseurs, Monsieur le Président, distingués assesseurs, chers membres de cet auguste tribunal, je n'avais vraiment plus envie de prendre la parole après tout ce qui a été dit hier par les éminents avocats qui ont intervenu ici dans cette salle et toutes les répliques sanglantes et bien fondées qui ont été apportées à ces réquisitions fallacieuses, vexatoires, incongrues. Monsieur le Président, je n'avais plus envie de prendre la parole. Mais comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, je défends un jeune soldat du nom de Mamadou Aliou Keïta dans cette affaire, bien que mon client préféré, c'est lui qui faisait quand même l'unanimité dans cette salle pour sa non-participation aux événements du 28 septembre, mais qui s'est malheureusement retrouvé ici, n'est plus dans cette salle. Monsieur le Président, honorables assesseurs, mon intervention va concerner uniquement les réquisitions du ministère public. On vous demande, Monsieur le Président, distingués assesseurs, de procéder à la réqualification dans cette affaire. Lorsqu'on parle de réqualification, il ne s'agit pas des infractions. Loin s'en faut. Mais dans les réquisitions présentées par le ministère public, il ne vise que les infractions. Quitter des infractions ordinaires pour lesquelles ces personnes comparaissent par devant votre auguste juridiction pour balancer vers des infractions non seulement prévues par notre nomenclature pénale, mais aussi le ministère public s'est permis de citer les dispositions du statut de Rome. Tout ça pour embourber, pour tronquer votre religion. Parce que lorsqu'on parle devant une juridiction nationale, dont la compétence est uniquement nationale, territoriale, on adresse des réquisitions à ce tribunal en citant ou en faisant cas de dispositions d'un statut qui transcende nos frontières, notamment le statut de Rome, auquel statut certains États se sont d'ailleurs abstenus d'y prendre part, parce qu'ils ont estimé que leurs juridictions sont suffisamment indépendantes, leurs magistrats sont suffisamment outillés pour examiner ces infractions prévues par le statut de Rome. Alors, Monsieur le Président, en 2016, la Guinée abonde dans le même sens, en y intégrant dans son code pénal des dispositions qui traitent de ces infractions prévues par le statut de Rome. Parce qu'à un moment donné, nous, Africains, on se dit que la CPI est une juridiction pour les pays en voie de développement. C'est ce qui se dit. Et lorsque vous prenez la quasi-totalité des dossiers traités devant cette juridiction, vous verrez que ce sont les pays africains, notamment les chefs d'État, les anciens
aux responsables civils et militaires qui sont devant cette juridiction. Monsieur le Président, honorables assesseurs, chers membres du tribunal, Monsieur le Président, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les faits et non les infractions. Lorsqu'on veut parler de qualification, il faut parler des faits. Le ministère public, Monsieur le Président, se fonde sur quoi pour vous demander de requalifier les faits? Il se fonde ici, Monsieur le Président, sur des dépositions, sur des déclarations faites à la barre de ce tribunal. Uniquement. En quoi faisant, Monsieur le Président? Le ministère public procède à la transcription de déclarations et de dépositions sans pour autant apporter les parties de ces dépositions et de ces déclarations qui ont été faites devant ce tribunal pour que vous ayez quand même la latitude de comparer. Est-ce que le ministère public a fidèlement transcrit ces dépositions? Est-ce que le ministère public a fidèlement transcrit ces déclarations? Mais Monsieur le Président, lorsque vous lisez les réquisitions du ministère public, vous constaterez que ces déclarations et ces dépositions ont été manipulées. Manipulées dans leur intérêt. Manipulées pour induire votre juridiction en erreur. Puisque si vous les suivez, cela sera un précédent dangereux pour l'institution judiciaire de Monsieur le Président, distingués assesseurs, pour la défense de Monsieur Mamadou Aliou Keita, qui est poursuivi pour viol, et viol commis sur une personne identifiée et identifiable, une personne qui l'accuse. Alors, Monsieur le Président, cette personne a comparu à cette barre et vous avez dû comprendre avec nous qu'il s'agit d'une personne que mon client a connue bien avant les événements du 28 septembre. Une personne qui connaissait également mon client avant les événements du 28 septembre. Alors, si il est poursuivi et renvoyé devant votre juridiction pour viol dans ce cas, ne s'agit-il pas d'une infraction ordinaire? Il s'agit d'une infraction ordinaire. Et mieux, lorsque vous lisez les réquisitions du ministère public, nulle part vous ne verrez un argument juridique concernant M. Aliou Keita. Il n'y en a pas. On vous demande tout simplement de requalifier parce que le ministère public, à travers des dépositions et déclarations faites ici, estime que les faits sont suffisamment graves pour être constitutifs de crimes contre l'humanité. Bon sang de Dieu. Bon sang de Dieu. Monsieur le Président, d'abord, ces réquisitions constituent, Monsieur le Président, pour moi, une violation grave du principe de la présomption d'innocence à l'endroit de ces accusés dans le box. C'est une violation du principe sacré de présomption d'innocence. Mais également, Monsieur le Président, c'est une violation du serment de la magistrature debout.
Car le ministère public a l'obligation, Monsieur le Président, de poursuivre à charge et à décharge, de requérir devant vous à charge et à décharge. Alors, depuis plus d'une année, 1 an, 7 mois bientôt, que nous sommes ici dans cette salle, les personnes ont défilé ici avec des certificats, certes pour certains, d'autres n'en ont même pas. D'autres n'étaient même pas au stade. On les a appelés au téléphone pour leur donner des informations, notamment les témoins du ministère public. Un des témoins d'ailleurs qu'il cite dans ses réquisitions, qui n'était même pas en Guinée au moment des faits. Monsieur le Président, alors, pendant que vous n'avez même pas examiné toutes ces dépositions, vous n'avez même pas examiné les pièces à votre disposition, on vous parle de requalifier les faits. Nous, de la partie de la défense, les avocats de la défense, nous sommes suffisamment convaincus aujourd'hui que le ministère public n'a rien contre nos clients. Puisque si le ministère public avait quelque chose contre nos clients, il n'allait jamais vous demander, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de procéder à la requalification des faits dans cette affaire. Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous êtes saisi d'une ordonnance. Je vous invite à la lecture de l'intitulé de cette ordonnance. L'ordonnance qui est intitulée « Réqualification », Monsieur le Président, non-lieu partiel et renvoi, cela suffit largement pour vous édifier. Vous n'avez même pas besoin, comme vous l'aviez fait, Monsieur le Président, l'année dernière, lorsqu'une des parties civiles avait présenté les mêmes moyens, la même demande de réqualification. Vous l'avez rejeté. Vous avez estimé en ce moment, Monsieur le Président, que ce n'était pas opportun. Je pense que vous auriez dû faire la même chose le 1er mars 2024, lorsque le ministère public vous a saisi de ces réquisitions sans objet, sans fondement aucun. Monsieur le Président, lorsque vous parcourez ces réquisitions, il n'y a que des transcriptions. Des transcriptions, des transcriptions. Et mieux, le ministère public vise un document, le rapport de la Commission nationale d'enquête. Monsieur le Président, il y a quel fait nouveau dans ce rapport qui nécessiterait une réqualification? Il n'y en a pas. C'est le même rapport qui a été examiné par le pool de juges d'instruction et qui a abouti à la réqualification au non-lieu partiel et au renvoi devant votre juridiction. Qu'on arrête d'amuser la galerie. On a perdu 2 semaines parce que le ministère public estime que toutes ces demandes sont déjà recevables devant votre juridiction. Monsieur le Président, nous de la défense, nous sommes quand même frustrés parce que la plupart de nos demandes ont été rejetées. Mais le ministère public a toujours obtenu gain de cause. Et c'est cette atmosphère, Monsieur le Président, ce climat-là, qui a amené ce ministère public à vous saisir de ces réquisitions. Parce qu'il estime qu'en le faisant, vous allez suivre et que vous allez tomber dans ce piège. Monsieur le Président, n'acceptez pas de tomber dans ce piège. Les principes basiques ont été développés hier. La non-rétroactivité d'une loi pénale sévère. Ce n'est pas possible. Une loi pénale, lorsqu'elle est sévère, ne rétroagit jamais. Et cela, c'est dans l'intérêt
du droit de la défense. Ce droit sacré que le ministère public lui-même doit sauvegarder pour un état de droit dans notre pays. Je suis abasourdi, je suis écœuré en lisant ces réquisitions. Parce qu'en les lisant, Monsieur le Président, vous avez du mal à comprendre ce que le ministère public recherche réellement. Pour moi, dans ma compréhension, après lecture, je suis certain, sûr et certain, Monsieur le Président, j'allais dire, que le ministère public a une visée subjective, je dis bien, qu'il ne vous dévoile pas. Ces réquisitions n'en sont pas des réquisitions. Il faudrait qu'on essaye, Monsieur le Président, comme vous l'avez toujours fait, et c'est ce que vous avez tenté dès le début de ce procès, d'imprimer le caractère sérieux, le caractère important à cette affaire. Monsieur le Président, notre client, Monsieur Mamadou Keïta, qui est renvoyé devant votre juridiction pour viol, dont la victime, prétendue victime, j'allais dire, a comparu par devant votre juridiction avec un certificat médical établi plusieurs mois après les faits. Un certificat médical qui a établi plusieurs mois après le 28 septembre 2009. Cela a été démonté ici. On l'a démonté, ce certificat médical. Est-ce que, Monsieur le Président, en âme et conscience, pour un tel fait, on peut requérir la requalification en crime contre l'humanité? Crime contre l'humanité, c'est une infraction suffisamment grave. Et c'est scandaleux de la part du ministère public de demander cela. Pourquoi, Monsieur le Président, cette transcription faite dans les réquisitions du ministère public ne sont pas accompagnées de preuves? Puisque pour nous, ce qui a été transcrit est diamétralement opposé à ce que nous avons soumis dans cette salle comme déposition de nos différents clients. Cette transcription relève, Monsieur le Président, d'une manipulation pure et simple. C'est de bonne guerre. Puisque lorsqu'on a décidé de poursuivre qu'à charge, tout au long d'une procédure, on sera aveuglé par les réalités. Et on ne verra que la possibilité d'enfoncer ces personnes qui sont injustement détenues. Monsieur le Président, Monsieur Mamadou Keïta est en détention depuis le 30 avril 2010. Depuis le 30 avril 2010, Monsieur le Président, il est en détention pour un cas de viol. Lors de sa comparution, Monsieur le Président, il vous a clairement signifié ici qu'il était membre d'une équipe de patrouille et a même cité les responsables de cette équipe. Nous avons tenté ici, en vain, de faire comparaître comme témoin un des responsables. Nous avons tenté en vain. Monsieur le Président, si le ministère public, par extraordinaire, après cela, vous demande la requalification, moi je pense que
C'est une occasion qu'ils ont eue. En tout cas, à l'égard de M. Mamadou Keïta, nous estimons, Monsieur le Président, que cette requalification sollicitée par le ministère public est un non-événement. Ce n'est qu'une boutade. C'est une manière d'amuser la galerie, une manière de gagner du temps pour préparer peut-être une autre surprise. Sûrement, qu'est-ce que ne nous dit pas que le ministère public est en train d'œuvrer afin qu'il y ait d'autres personnes dans cette procédure? Monsieur le Président, nous n'avons pas la certitude, mais nous estimons que c'est cela. Sinon, en lisant ces réquisitions et toutes ces personnes qui représentent le ministère public, j'en doute fort que c'est ce travail-là qui a pu être abattu. Monsieur le Président, très respectueusement donc, je ne vais pas être long, comme je l'avais promis. Nous vous prions de rejeter purement et simplement cette demande de requalification sollicitée par le ministère public. Alors, si, par extraordinaire, votre juridiction passait outre cette sollicitation de rejet, comprenez tout simplement que cela consisterait à condamner ces accusés dans le box avant la fin de ce procès. Décoiffez-vous, monsieur. Si vous accédez à ces réquisitions du ministère public, notamment de requalification des faits, en crime contre l'humanité, Monsieur le Président, je disais que cela consisterait à condamner ces accusés avant la fin de ce procès. Parmi ces accusés, Monsieur le Président, notamment notre client qui a déjà passé 14 ans en détention, qui, Monsieur le Président, pour un cas de viol, dit-on, aurait pu, à l'issue des débats ici, des réquisitions du ministère public, mais aussi de nos plaidoiries, aurait sûrement pu s'en tirer et recouvrer sa liberté. Mais cette demande vient tout simplement pour, si vous voulez, allonger leur souffrance. Augmenter le désarroi de leur famille. Augmenter, Monsieur le Président, toutes les souffrances endurées par leurs proches. Mais je reste convaincu qu'après toutes ces interventions depuis hier, votre juridiction a suffisamment compris de quoi il s'agit. Et que vous n'avez aucune possibilité, Monsieur le Président, en tout cas conformément à la loi, de procéder à la requalification dans cette affaire. Si vous le faites, cela sera un mauvais précédent. Je répète encore, un mauvais précédent pour la justice guinéenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, je n'ai pas l'intention de revenir sur tout ce qui a été dit. C'est juste pour rappeler et insister
que pour l'internalisation des textes de loi, des conventions, il y a que nous retenons la source principale de la loi, c'est à partir de l'Assemblée nationale. La source principale, donc c'est le code, c'est le législateur national qui a prévu et puni les faits que l'on pourrait qualifier d'assassinat, de vol à main armée, de torture, que sais-je encore. On a assassin, Monsieur le Président, nous parlons de l'infraction. Du moins, la commission de l'infraction. Une infraction, de façon très banale, suppose soit l'inaction qui est approuvée, ou une action qui est aussi approuvée. Nous avons entendu Marcel Guilawogui, Mamadou Keta, Paul Moussa Guilawogui et bien d'autres. Nous avons entendu accepter de subir le procès. Mais il y a que, il faudrait rappeler aux uns et aux autres